Dans la gueule de la bête, le résumé. Alors vous allez voir que ce résumé n'est pas facile à faire dans le sens où il y a énormément de personnages différents et certains qui ont deux noms parce que ce sont des juifs. Et donc en fait ils ont leur nom juif et leur nom caché. Je vais d'abord commencer par vous présenter les différents personnages et puis ensuite je vais vous faire le résumé de cette histoire qui se passe en 1943 à Liège, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale. La première famille que nous allons suivre, c'est la famille de Volko Goldman, qui s'appelle, pendant la guerre, il s'appelle Grégoire de Marteau. Il est caché chez une veuve, Madame Guignard. Sa femme s'appelle Fania, elle est sous le nom de Nicole Piedboeuf, et elle est cachée chez un notaire, chez les Desnoyers. Et puis ils ont une petite fille, Anna, qui est sous un faux nom de Annette, et elle est hébergée chez des sœurs, donc chez des religieuses. La deuxième famille juive que nous suivons, c'est Laja Crandall. Laja Crandall est devenue Léa Dumoulin. Elle vit avec son mari, José Kaiser, qui lui, il a un seul nom, il est catholique. Donc Laja Crandall devient Léa Dumoulin. Elle est juive et elle s'est convertie au catholicisme. Nous allons également suivre la famille Desnoyers, donc c'est un notaire et sa femme, les Desnoyers. Ils ont également un clerc de notaire, Oscar Lambeau, que l'on va suivre également. Max Vandenberg est avocat, et donc les Desnoyers et Max Vandenberg, avec également l'abbé Muller, qui est l'abbé Muller qui est un prêtre et qui a été le confesseur et le professeur de Oscar Lambeau, vous suivez? Eh bien, eux, ils sont dans la défense des Juifs. Donc, je récapitule une première fois. Nous avons deux familles juives. Nous avons donc Volko Goldman, qui s'appelle également Grégoire de Marteau, avec sa femme Fania Goldman, mais qui est cachée sous le nom de Nicole Piedboeuf, et leur fille Anna, qui s'appelle Annette. Nous avons Laja Crandall, qui est cachée sous le nom de Léa Dumoulin, qui vit avec son mari, qui est catholique, donc José Kaiser, et elle s'est convertie au catholicisme. Comment dire? Nicole Piedboeuf, elle est hébergée, elle est cachée chez des notaires, les Desnoyers, et les Desnoyers, Hubert Desnoyer et Madeleine Desnoyer, avec un avocat, Max Vandenberg, et avec un abbé, l'abbé Muller, eux, ils s'occupent de cacher les Juifs. Oscar Lambeau est un clerc de notaire qui travaille pour les Desnoyers. C'est un ancien séminariste, ça veut dire quoi? Qu'en fait, il a fait des études pour devenir prêtre, il a fait la prêtrise, mais pour une certaine raison, il a été viré du séminaire et en fait, son confesseur, son confesseur de conscience et professeur, c'était entre autres l'abbé Muller. Et c'est lui qui a trouvé une place d'ailleurs pour qu'Oscar puisse travailler chez les Desnoyers. Nous avons donc Volko Goldman, alias Grégoire de Marteau, qui vit chez Madame Guignard. Madame Guignard a une fille, Angèle. Angèle, vous verrez, Angèle, elle ne porte pas bien son nom. Bien sûr, pendant la guerre, vous avez les Juifs, vous avez les gens qui protègent les Juifs, et puis vous avez les collabos. Et donc, en collabo, c'est Pierre Baumann, c'est vraiment une crapule qui n'a aucun état d'âme. Et vous avez également, mais ça c'est plus anecdotique, vous avez le patron du café au Mimosa qui va jouer un certain rôle également. Puis vous avez également Jean, l'amoureux de Angèle, et vous avez quelques autres personnes dont on parlera dans l'histoire, mais là ça a nettement moins d'importance que les personnages principaux. Et donc, ça commence dans le chapitre 1 par Annette, ou bien Anna. Elle séjourne donc dans un orphelinat à la Miséricorde. Et l'histoire commence un mercredi de printemps 1943 et l'histoire dure sur 7 jours, mercredi à mercredi. Donc elle habite à la Miséricorde, elle est réfugiée à la Miséricorde, qui est un orphelinat qui est tenu par des religieuses. Il y a Sœur Thérèse, Sœur Michel, et donc il y a tous des noms de religieuses qui vont arriver régulièrement. Sœur Michel, c'est la mère supérieure. Et la petite fille, bien sûr, elle vit cachée sous une fausse identité. Ses parents ne viennent jamais la voir le jour où les autres parents viennent la voir. Et d'ailleurs, ce ne sont pas ses parents. Quand ils viennent la voir le mercredi soir, on parle toujours de parrain et de marraine. La petite Anna, elle a 4 ans. Elle a plus vraiment, elle sait que ce sont ses parents, mais finalement, à force de
elle ne sait plus trop finalement, enfin elle n'a plus beaucoup, de moins en moins de souvenirs de ses parents, qu'elle ne voit que une fois par semaine, le soir, de manière extrêmement courte. Sœur Claire, elle s'occupe des visites et elle a bien compris bien sûr que c'était des juifs parce que c'est un peu bizarre quand même qu'ils viennent un autre jour que les autres, soi-disant parrain marraine. Elle voit bien dans le relationnel avec l'enfant la manière dont la femme est, que c'est certainement pas parrain marraine, mais que ce sont des juifs. Dans le chapitre 2, nous découvrons Grégoire de Marteau, donc Volko Goldman, Madame Guignard et Angèle. Alors, Madame Guignard, elle avait une épicerie et son mari est décédé. Elle a continué à garder son épicerie, mais elle a dû fermer son épicerie au début de la guerre. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais il y avait des timbres de ravitaillement. C'était compliqué de devoir gérer. Elle s'est dit, moi, je ne veux pas d'ennui. Et donc, comme elle avait aussi son indemnité de veuve, elle a décidé qu'elle allait seulement vivre avec ses indemnités de veuve. Elle cache un juif, Grégoire de Marteau, donc Volko Goldman, elle sait très bien qu'il est juif et elle le cache. Et donc ce soir-là, quand Grégoire de Marteau, ou donc Volko Goldman, rentre chez Madame Guignard, il rentre extrêmement discrètement, il ne sort que pour aller voir sa fille. Il y a la fille de Madame Guignard qui est là, c'est Angèle. Et Angèle, elle voit Volko monter dans les escaliers et quand il la voit, son regard, il se dit « Ouh, elle, je ne la sens pas. Elle est fausse, elle est agressive. » Il sent que, voilà, il espère qu'elle ne l'a pas vue. Mais. Et donc, ils ont eu des faux papiers grâce au réseau catholique. Et donc, effectivement, pendant la guerre, un réseau catholique a été assez actif pour cacher les Juifs. Je vous explique un peu plus tard pourquoi ils ont fait ça. À la page 29, c'est assez intéressant si vous voulez comprendre un peu comment les Juifs ont commencé à être ostracisés, donc vraiment une étiquette avec la complicité la passivité du bourgmestre à Liège. Et donc, en fait, les Juifs commençaient, si vous le savez, ils ont dû aller se déclarer, ils ont dû mettre une étoile. Et donc, à un moment donné, quand il y a eu des rafles, c'était hyper facile, évidemment, d'aller les repérer, de savoir où ils habitaient, puisqu'ils s'étaient eux-mêmes dénoncés. Et donc, il y a eu des rafles juives et c'était facile. Et donc, effectivement, Volko Goldman repense à tout ça. Par rapport à Angèle, elle travaille à la fabrique d'armes nationale, donc à la FN, la fabrique nationale. Elle fabrique des armes, évidemment, à ce moment-là, c'est plus pour la Belgique, c'est pour les Allemands. Et donc, elle offre du café à sa maman. Le café, c'est super compliqué à en avoir, ça coûte super cher. Et donc, sa maman est un petit peu étonnée. Et elle dit qu'elle a des relations qui lui permettent d'avoir du vrai café. Angèle, clairement, on sent que c'est une fille qui est capricieuse, vraiment clairement, elle est dans la vingtaine d'années et on sent qu'elle est capricieuse. Et Madame Guignard se rappelle que, effectivement, Angèle, quand elle était petite, elle était adorable, mais à l'adolescence, elle a mal tourné, elle a fini même par voler de l'argent dans la caisse au comptoir du magasin. Sa maman n'était pas assez sévère, le fait qu'elle avait perdu son papa, voilà, on est un peu plus indulgent. Et donc, elle a aussi été fort gâtée par les clients. On disait « Ah oui, mais la pauvre petite fille, il faut comprendre, elle a perdu son papa, c'est pas évident. » Et donc finalement, c'est un enfant pourri gâté qui a toujours eu tout ce qu'elle voulait et qui ne supporte pas la frustration. Madame Guignard, donc elle a vu Volko Goldman monter, donc Grégoire monter, et donc elle se dit « Oui, j'espère que Angèle n'a pas vu Grégoire. » Et en même temps, elle se dit « Oui, mais bon, allez, c'est quand même une brave gosse, quoi. Elle ne va pas aller commencer à dénoncer un pauvre juif qui n'a rien fait et qui se cache. » Chapitre 3, nous découvrons Fania, Nicole Piedboeuf, donc, les Desnoyers, le notaire et sa femme, et Maître Vandenberg, qui est l'avocat. Donc Fania, ou Nicole Piedboeuf, elle s'occupe des 3 enfants de Hubert Desnoyers et de Madeleine Desnoyers. Les 3 enfants s'appellent Albert, Daniel et Elisabeth. Hubert Desnoyers est notaire de père en fils, le père était déjà notaire. Et en fait, au départ, c'est la grand-mère qui s'occupait des enfants, donc c'est la maman de Madeleine Desnoyers qui s'occupait des 3 enfants. Mais elle est décédée il y a 6 mois, ils ont eu besoin d'une gouvernante, et donc il y a Maître Vandenberg, l'avocat Max Vandenberg, qui a dit « Tiens, voilà, j'ai quelqu'un qui pourrait être engagé par vous pour s'occuper des enfants. » Et Maître Desnoyers sait très bien que Nicole Piedboeuf est une juive et qu'elle s'appelle Fania, et sa femme aussi, parce qu'il a décidé de le lui dire.
Ils sont très très catholiques, les Desnoyers, très très catholiques, et tous les soirs, ils font des prières, et entre autres des prières pour la grand-mère, et bien sûr, ils prient également pour sauver l'âme des Juifs. Donc, ils sauvent les Juifs, mais leur idée vraiment, c'est que les Juifs, ce sont eux qui sont responsables de la mort du Christ, et donc il faut prier pour leurs péchés, pour la rémission des péchés, et c'est comme ça qu'ils vont également, en même temps, prier pour leur rémission à eux, pour le lavage de leurs propres péchés. À la page 42, on sent que M. Desnoyers est assez troublé par Nicole. C'est vrai qu'il est marié, mais on sent qu'il y a du gaz dans le couple, de l'eau dans le gaz plutôt. Il a très peu de points communs avec sa femme, il n'y a plus beaucoup de relations entre eux. Et quand il voit Nicole, il sent que elle ne le laisse pas indifférent. À la page 44, il raconte, Desnoyers, il dit qu'il a rajouté la prière pour les Juifs car ça donne bien sûr des indulgences pour la délivrance des âmes au purgatoire. Et il est membre de l'archiconfrérie pour la conversion d'Israël. Donc en fait, il prie pour les Juifs, mais avec l'idée, c'est qu'ils espèrent que les Juifs vont se convertir au catholicisme. Et en faisant comme ça, et s'il y a des Juifs qui se convertissent au catholicisme grâce à leur prière, eh bien ça donne des indulgences pour délivrer les âmes du purgatoire pour aller vers le paradis. Et donc il espère ça. Et c'est d'ailleurs à l'archiconfrérie pour la conversion d'Israël qu'il a rencontré Max Vandenberg. Et donc c'est le lendemain de la mort de la belle-mère de Desnoyers, donc de la grand-mère, que Max Vandenberg a proposé à Hubert de cacher Fania. Et au départ, forcément, Desnoyers, il avait un peu peur, beaucoup peur, en disant « Ouais, messieurs, on sait juste que j'ai une juive chez moi, je vais me faire arrêter ». Et il y a Max Vandenberg qui répond « Nous avons tous peur, c'est humain ». Et c'est une idée qui va traverser tout le livre. En fait, dans le livre, les gens ont peur, mais ils vont quand même faire des choses où certains vont trahir par peur, ou bien ils vont avoir des actes de courage malgré la peur. Et ça, c'est vraiment une trame dans tout le livre. On découvre également dans le chapitre 3 Oscar Lambeau, qui travaille donc comme clerc à l'étude de Maître Desnoyers. Un clerc, c'est quoi? On va dire un genre de secrétaire. Et lui aussi, il est du réseau, et donc il cache également des Juifs. Et à la page 48, à la fin du chapitre, Nicole Pied-de-Bœuf reçoit une lettre de Laja Krenkel, parce qu'ils se connaissent, et Laja lui dit « Je fais attention à toi, j'ai été repérée. » Tatatam. Et ça, c'est une utilisation du livre où, en fait, à la fin d'un chapitre, il y a quelque chose qui se passe. Et puis ici, dans le chapitre 4, on va découvrir le café au Mimosa, Angèle, Jean et Pierre Baumann. Et donc, pour savoir ce qui se passe par rapport à Laja qui a été repérée, il faudra attendre des chapitres ultérieurs. Chapitre 4. Le chapitre 4, le café au Mimosa, est en fait un simple café, un bistrot. Et le patron, en fait, il est un peu malheureux parce qu'il y a des collabos qui viennent boire chez lui, il y a aussi des Allemands qui viennent boire chez lui. Et il aimerait bien résister, mais il n'ose pas parce qu'il a besoin bien sûr de vivre. Et donc ce qu'il fait pour montrer d'une certaine manière, pour montrer sa résistance, en fait, il crache systématiquement dans la bière des collabos. Et un gars qu'il déteste, c'est Pierre Baumann. Pierre Baumann, lui en fait, c'est un gars qui chasse les juifs. Il a dénoncé énormément de juifs, et quand on dénonce des juifs et qu'ils sont arrêtés, eh bien, il reçoit 500 francs. Et donc, 500 francs à l'époque, c'était quand même beaucoup. Et même parfois, il recevait un peu plus. Et donc, il a il a dénoncé énormément de juifs. Le patron est également, il essaye un petit peu de faire de la résistance en laissant, par exemple, dans les WC, une inscription contre les Boches, en faisant semblant qu'il n'est pas au courant. Angèle, elle est également parfois une habituée du café, elle vient pas boire un verre. Et de ce que dit le barman, il se dit, en fait, Angèle, elle est amoureuse de l'amour. Elle n'est pas amoureuse des hommes, elle est amoureuse de l'amour. Elle aime être dans l'état amoureux. Elle a eu pas mal d'amants. Mais maintenant, par contre, Angèle, elle est vraiment amoureuse de Jean. Jean, il travaille comme déménageur. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait, Jean? C'est qu'il vide les appartements des Juifs. Donc, quand les Juifs sont arrêtés, il y a des camions de déménagement belges qui viennent vider les appartements. Tout est pris et puis est trié et sont donnés à des familles allemandes, sont emmenés en Allemagne pour la plupart des choses. Elle est avec Jean depuis 2 mois, mais elle veut déjà se marier avec lui. Elle est folle amoureuse de lui. Elle repense également, Angèle, elle pense à sa maman. La veille, elle s'était dit « Oh, je vais aller la voir ». Elle avait vraiment envie d'aller la voir.
Et en fait, ce qu'elle voulait surtout faire, elle croit qu'elle avait envie d'aller la voir pour lui dire bonjour à sa maman, mais en fait, elle voulait juste aller lui dire qu'elle était super amoureuse de Jean. Et comme d'habitude, évidemment, vu qu'elle a eu tellement d'hommes, bah, sa maman, elle dit ouais, encore un, évidemment. Et elle se dit, mais ma maman ne comprend pas que Jean, c'est le bon, c'est lui maintenant que je veux. Et donc, en fait, bah, sa maman l'a cassé et a ironisé en disant, ouais, c'est le quantième. Et donc, Angèle a été très vexée. Et elle trouve que sa maman ne l'aime pas beaucoup et ne lui montre pas beaucoup d'amour. Elle croit que, Angèle croit que sa maman, en fait, elle veut la garder prisonnière, qu'elle veut encore la garder comme une petite enfant, qu'elle ne veut lui laisser aucune liberté, alors que quand on est dans la tête de Madame Guénière, c'est absolument pas ça qui se passe, bien au contraire. Et donc à la page 56-57, c'est une très belle idée de comment les idées négatives, les scénarios qu'on se fait dans notre tête, nous polluent et tronquent complètement la perception qu'on a des choses. Donc page 56-57, ça peut être intéressant à lire. Angèle, quand elle a vu De Marteau arriver, rentrer, elle a dit « Waouh, lui, il pue la peur ». Donc clairement, s'il sent la peur comme ça, c'est qu'il se cache. Et qui se cache? Pas forcément les juifs, donc ça doit être un juif. Et elle se dit « Ouais, il y a ma maman qui est bien plus sympa pour lui que pour moi, franchement. Ma maman, elle ne m'aime pas, c'est lui qu'elle aime, qu'elle préfère, elle a de la compassion. Pour cet homme, moi, en fait, elle s'en fout royalement. Et donc, elle est très, très jalouse de Marteau. Donc de Goldman, De Marteau, c'est la même personne. À la page 58, il y a Jean, l'amoureux d'Angèle, qui arrive en disant qu'il a peut-être trouvé un appart, mais pour vivre ensemble, il va falloir trouver 5 000 francs. 5 000 francs, à l'époque, c'est énorme et ils n'ont pas ça. C'est comme si maintenant on demandait 100 000 euros. Quoi. Bah, tu n'as pas ça pendant la guerre. Enfin, ou 50 000 euros, mais tu n'as clairement pas ça pendant la guerre. Pierre Bormann, qui a entendu la conversation, veut se mêler en disant « Tiens, je peux vous proposer de l'argent », mais Jean refuse parce que Jean ne veut pas être mêlé avec un collabo. Et Jean, c'est assez intéressant parce qu'en fait, il ne veut pas voir la réalité. Il dit « j'obéis juste ». Et j'obéis juste aux ordres et je ne réfléchis pas plus. C'est précisément la banalité du mal dont parle Hannah Arendt et qui est la phrase en exergue en début du livre Dans la gueule de la bête. Il dit « je ne m'occupe pas de qui on déménage, je fais ce que le patron me dit de faire ». Et donc, il ne veut pas voir que d'une certaine manière, en contribuant comme ça au déménagement des Juifs, en fait, il contribue au Troisième Reich et il est d'une certaine manière indirectement un collaborateur.